Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai géant de la pensée, Anaximandre de Milet. On va explorer ensemble les idées, mais vraiment les idées révolutionnaires de ce penseur qui, il y a plus de 2500 ans, a carrément changé notre vision de l'univers. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? D'où vient toute chose? C'est probablement une des questions les plus vieilles, les plus profondes que l'humanité s'est jamais posée. Faut se remettre dans le contexte. À l'époque d'Anaximandre, les réponses, elles venaient des mythes, des dieux, mais lui, non. Lui, il cherchait complètement autre chose. OK, alors pour vraiment comprendre le génie d'Anaximandre, on n'a pas le choix. Il faut retourner en arrière. On va jeter un coup d'œil au monde intellectuel de son temps pour voir dans quoi il baignait, puis surtout pour voir les idées qu'il a eu le courage, l'audace de remettre en question. Alors, notre point de départ, c'est l'ancienne Ionie, et plus précisément avec le professeur d'Anaximandre, Thalès. C'est vraiment lui qui a, si on veut, posé la première brique de tout ce qui allait suivre en philosophie. Imaginez un peu. Avant Thalès, pour comprendre le monde, la pluie, le soleil, on se tournait vers les mythes, les histoires de Dieu. Lui, il arrive et il fait quelque chose de complètement fou pour l'époque. Il dit « non ». On va chercher une réponse naturelle, une cause qu'on peut observer ici, dans notre monde. La réponse de Thalès, c'était l'eau. Et attention, c'était déjà une avancée spectaculaire. Mais pour Anaximandre, son élève, il y avait un hic, un gros problème de logique. Il se disait « Attends une minute, si tout est fait d'eau, comment est-ce que le feu, qui est carrément le contraire de l'eau, peut exister ?» Pour lui, ça ne marchait pas. La théorie de son maître, aussi bonne soit-elle, ne tenait tout simplement pas la route. Et c'est là que ça devient fascinant. Face à ce problème, Anaximandre ne cherche pas juste une autre substance. Non, il fait un saut, un véritable bond conceptuel. Il abandonne l'idée même de chercher une réponse dans quelque chose qu'on peut voir ou toucher. Il s'aventure dans le monde des idées, dans l'abstrait. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il postule un principe à l'origine de tout. Mais ce principe, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le feu, ce n'est rien de concret qu'on peut pointer du doigt. C'est plutôt une sorte de source, une réserve infinie, indéfinie, qui contient en elle-même le potentiel de toute chose. Et bien sûr, ce concept incroyable, il lui a donné un nom, l'apeiron. En grec, ça veut dire l'illimité, l'infini ou l'indéterminé. C'est de là que tout part et c'est là que tout revient. Et la puissance de cette idée, elle est là. Cet apeiron, ce grand tout, est éternel, il ne change pas. Mais les choses qui en sortent, ces parties, elles sont en constant changement. Le chaud, le froid, l'humide, le sec, tout ça. C'est une façon absolument géniale de réconcilier deux choses qu'on observe. Un univers qui semble stable dans son ensemble, mais où tout est toujours en train de bouger, de se transformer. Bon, on pourrait penser que c'est juste une idée philosophique, un peu abstraite. Mais pas du tout. Cette idée de l'infini, elle a eu des conséquences bien réelles. Des conséquences, en fait, qui ont permis à Anaximandre de faire quelque chose de complètement fou, redessiner notre vision du cosmos, et d'une façon que personne, mais vraiment personne n'avait jamais imaginé avant lui. Alors, oubliez la Terre plate qui repose sur un océan ou sur des piliers. Anaximandre, lui, arrive avec une idée incroyable. La Terre est une sphère. Et non seulement ça, mais elle flotte. Elle est suspendue en plein milieu de l'univers sans rien pour la retenir. La question qui tue, c'est pourquoi elle ne tombe pas? La réponse d'Anaximandre est une logique implacable parce qu'elle est exactement au centre. Elle n'a aucune raison de tomber vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Elle reste là, en équilibre parfait. Pour l'époque, c'est une idée d'une audace, c'est à peine croyable. Et à partir de là, il construit tout un modèle du cosmos super logique. Il s'attaque à la Lune. Pour lui, elle ne brille pas par elle-même, elle fait juste réfléchir la lumière du Soleil. Pour le Soleil, il le voit comme une boule de feu immense, aussi grosse que la Terre. On voit bien qu'il essaie de trouver des explications rationnelles pour tout ce qu'il observe dans le ciel. Ce qui est fascinant avec Anaximandre, c'est qu'il n'était pas juste un théoricien dans sa tour d'ivoire perdu dans ses grandes idées. Pas du tout. C'était aussi un homme d'action, un inventeur, un génie pratique qui utilisait sa compréhension du monde pour créer des outils concrets, des outils qui ont vraiment changé la vie des gens. Et la liste de ses premières est juste impressionnante. C'est lui qui aurait inventé le gnomon, cet outil qui permet de marquer les solstices et les équinoxes. Il aurait créé des cadrans solaires pour mesurer le temps. Et ce n'est pas tout, il aurait dessiné la toute première carte du monde connue. Imaginez, cartographier la Terre et la mer. C'était vraiment un pionnier sur tous les fronts. Bon, on a vu ses idées, ses inventions, mais au final, qu'est-ce qui nous reste d'Anaximandre aujourd'hui? C'est quoi son véritable héritage? Son héritage, on le voit tout de suite chez son élève Anaximène. Il a continué le travail. Il n'était pas d'accord avec l'infini, alors il a proposé autre chose, l'air comme principe de tout.
Et le point le plus important, ce n'est pas de savoir qui des deux avait raison. Le point, c'est que le débat avait changé de nature. On ne se battait plus avec des mythes, on argumentait avec la logique, avec la raison. C'est ça la vraie révolution. Quand on regarde sa vie, même si c'est loin dans le temps, on se rend compte que c'est un vrai moment charnière dans l'histoire de la pensée. C'est vraiment le moment où l'humanité a commencé à, disons, briser les chaînes de la mythologie pour regarder l'univers avec un nouvel outil, un outil tout-puissant, la raison. Et c'est ça le véritable héritage d'Anaximandre. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. L'important, ce n'est pas que ses théories étaient justes, parce que, soyons honnêtes, elles ne l'étaient pas. Non, son véritable legs, c'est sa méthode. C'est d'avoir été le premier à dire « on peut expliquer le monde avec notre tête, avec la raison, sans faire appel aux dieux ». Il a ouvert une porte, et derrière cette porte, c'est toute la science et la philosophie qui se sont engouffrées. Et cette porte, elle est encore ouverte aujourd'hui.